à deux ou plus qui stimuleront votre créativité et vous donneront envie de mettre plus d'art dans votre vie. Avec moi, Sabina Pinzan. Et moi, Gwenaëlle Perron. Et nous sommes toutes les deux des artistes basés en Bretagne. Alors aujourd'hui, avec Gwenaëlle, on avait envie de vous parler du syndrome de l'imposteur. Généralement, ce que j'aimerais dire sur le syndrome de l'imposteur, c'est que c'est un sentiment qu'on peut ressentir à un moment donné où on a l'impression de ne pas être à la hauteur et on ne se sent pas légitime dans quelque chose qu'on est en train de faire. On a l'impression d'être un peu en fraude. Voilà, c'est ça. Alors, on donnera une explication plus approfondie plus tard dans l'épisode, mais j'aimerais juste donner quelques éléments sur l'origine de ce terme. Donc, le syndrome de l'imposteur est apparu en 1978 dans un ouvrage intitulé « Les phénomènes de l'imposteur chez les femmes hautement performantes », qui avait été publié par deux femmes, docteurs, Pauline Clance et Suzanne Imes. Et elles avaient étudié 150 femmes qui étaient hautement qualifiées et qui avaient vraiment réussi dans leur domaine respectif. Et elles étaient vraiment reconnues pour leur excellence. Et elles ont interviewé ces femmes pour essayer de comprendre comment elles se voyaient. Et ce qu'elles ont découvert, c'est que bon nombre d'entre elles estimaient devoir leur succès à la chance et minimiser leur accomplissement. Et donc, suite à cette étude qui est parue, il y a eu d'autres études qui ont été faites jusqu'à plus récemment. Et une des docteurs, donc Dr Clance, avait même publié d'autres ouvrages plus tard. Elles ont finalement regretté d'avoir appelé ça un syndrome, parce que quand on parle de syndrome, on identifie à une maladie. Oui, alors que le syndrome de l'imposteur n'est pas une maladie mentale, ne fait pas partie du catalogue des maladies mentales de l'OMS. Et en plus, elles avaient focalisé sur les femmes. Donc au départ, elles ont cru que ce syndrome était quelque chose qui touchait principalement les femmes. Or, il s'avère que ce syndrome touche aussi les hommes, peut-être de manière légèrement différente. Ils ne le vivent pas forcément de la même manière, mais ils en souffrent également. Et elles ont même compris qu'en fait, ce syndrome touche une grande partie de la population. Voire 70% de la population. Ah oui, c'est énorme. Ouais, est touchée à un moment ou à un autre dans leur vie par ce syndrome. Donc c'est quelque chose que la plupart de nous ont vécu à un moment donné face à certaines situations. Mais c'est vrai que le syndrome de l'imposteur est quelque chose qui touche très particulièrement les créatifs, les créatives, les artistes, les personnes qui font de la recherche, les étudiants. Ce sont des domaines où les personnes ont plus tendance à souffrir de ce syndrome. Il y a aussi d'autres catégories de la population. Et donc c'est pour ça qu'on a eu envie de se pencher sur ce sujet, parce que c'est quelque chose qui revient assez fréquemment dans les échanges avec différents artistes. Oui, et moi je constate que le simple fait de se dire artiste ne va pas de soi pour beaucoup de gens, en fait. Mm-hmm. Et comme s'il fallait un peu gagner ses lettres de noblesse pour pouvoir se dire artiste. Et ça aussi, ça interroge, voilà. Ouais. Alors, il y a différentes raisons pour lesquelles on peut vivre ce syndrome de l'imposteur, parce que, comme je disais, si on est une femme, on peut être sujette à ça, un homme également. Et puis après, il y a 3 facteurs principaux qui vont influencer une personne. C'est l'éducation que l'on reçoit quand on est enfant, notre culture et l'environnement. Donc ces 3 choses-là font qu'on va être plus ou moins susceptible de souffrir du syndrome de l'imposteur. Et puis c'est en lien aussi avec la confiance qu'on a en soi, comment elle se construit. Et c'est vrai que plus on va avoir une confiance en soi vacillante, et plus on risque d'avoir ce regard qu'on porte sur soi où on se sent illégitime et en fraude, quoi, en fait. Mm-hmm. Et effectivement, le domaine, la cellule familiale, la manière dont on a été éduqué, la famille et l'école d'ailleurs, contribuent aussi à ça. Mm-hmm. Et tout ça, ça joue. Alors, ce qui est cité dans certaines études, c'est que les minorités, par exemple, sont touchées. Donc, les personnes de couleur ou d'orientation sexuelle différente. Voilà, quand on vit dans un milieu où on fait partie d'une minorité, on aura peut-être tendance à se dévaloriser. Et que la majorité te fait sentir
comme inférieur. Exactement. Voilà, c'est ça aussi. Ouais. Donc notre environnement, notre culture sont des facteurs importants. Après, au sein de la famille, il y a différentes situations qui vont déclencher ce syndrome après plus tard dans la vie chez la personne. Et différentes études ont cité par exemple les enfants qui sont tout le temps critiqués par leurs parents. Ouais. Voilà, par rapport à leurs résultats scolaires ou quoi que ce soit, à leur capacité à faire quoi que ce soit. Si les parents les critiquent constamment, l'enfant va croire, va rester enfermé dans la croyance qu'il n'est pas capable, et donc il va perdre confiance en soi, et donc plus tard dans la vie, il va peut-être déclencher ce syndrome. Ouais, et notamment aussi les familles où il y a beaucoup de compétition entre les frères et sœurs, par exemple. Ouais. Ça peut jouer. Et donc je voudrais dire par rapport à ce sujet que moi je me suis intéressée à un livre qu'on m'a offert, qui est un livre de Marine Bruno, qui s'appelle « Les légitimes, lutter contre le syndrome de l'impostrice ». Alors elle a une vision féministe, elle a une lunette féministe pour analyser ce problème, donc c'est publié à la Coop Braze. Et c'est vraiment intéressant parce qu'elle décortique un peu ce que c'est le syndrome de l'impostrice, et puis après elle a des témoignages de femmes qui viennent expliquer un peu leur parcours et pourquoi elles ont ressenti ça au fur et à mesure. Donc si ça intéresse certaines personnes, c'est... Donc il y a des témoignages. Il y a des témoignages, oui. Et puis l'auteur Marine Bruno est très active sur Instagram, donc on peut aussi suivre son compte. Ah, super. Et je mettrai donc les références dans la description du podcast. Voilà. Ouais. Okay. Oui, le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est un peu un conflit entre soi et soi, c'est-à-dire entre l'image qu'on a de soi et l'image qu'on croit que les autres ont de nous, en fait. Et du coup, ça crée un espèce de fossé, et c'est dans ce fossé-là que se niche ce syndrome de l'imposteur, où on a l'impression de ne pas être valable, ou alors qu'on nous a donné un poste qu'on ne méritait pas, ou qu'on nous attribue des mérites qui ne nous reviennent pas, en fin de compte. Et effectivement, c'est là-dessus qu'il va falloir jouer après si on a envie de corriger ça. C'est vraiment un rapport entre soi et soi, donc il faut travailler là-dessus, en fait. Ouais. Alors moi, ce que je lisais, c'est que, en fait, on peut décrire un peu le mécanisme du syndrome de la manière suivante, c'est-à-dire que face à une tâche ou quelque chose qu'on doit accomplir, on va ressentir de l'anxiété, de la peur de l'échec, et on va douter de ses capacités à réaliser cette chose. Et on aura deux manières de réagir par rapport à ça. Ouais. On va soit procrastiner et se dire bon, je m'en occuperai, mais en fait on est en train de saboter soi-même la réussite. Ou alors on va travailler, on va s'acharner dans le travail parce qu'on veut être le meilleur, on veut atteindre la perfection. Et comme la perfection on n'arrive pas à l'atteindre et qu'on ne va pas forcément être les meilleurs, on risque à nouveau de se retrouver d'alimenter ça, justement. D'alimenter ça. Donc en fait on se retrouve piégé dans un cercle vicieux. Ouais. Où on continue à répéter les mêmes erreurs. En fait. Marine Bruno dit un peu la même chose dans son livre. Elle distingue 3 stratégies par rapport au malaise, voire à la détresse psychique que ça peut engendrer. Donc on se met à travailler plus, effectivement, on devient un travailleur acharné et ça peut mener tout droit au burn-out. Elle parle aussi du perfectionnisme. Elle dit qu'il y a un perfectionnisme adaptatif où là, le résultat qu'on veut atteindre est atteignable et donc en faisant beaucoup d'efforts, on peut l'atteindre. Donc ça, c'est un perfectionnisme, bon, c'est un petit peu embêtant, mais c'est pas problématique. Mais ce qui est plus problématique, c'est le perfectionnisme inadapté, où là, on se fixe des objectifs inatteignables et où effectivement, du coup, on va pas y arriver. Et comme on va pas y arriver, on va se sentir en fraude et voilà. Et on alimente le truc. Et elle dit, sinon, 3e stratégie, ça rejoint la procrastination, c'est la procrastination ou la fuite. On esquive un peu le fait de devoir se montrer ou de rendre des comptes ou d'être évalué, tu vois. On va chercher à éviter toutes ces situations, en fait. Moi, ce que je lisais, c'est que justement, le fait d'éviter les conflits, c'est quelque chose qui est plus masculin. C'est plutôt les hommes qui vont réagir de cette manière, selon une étude qui avait été publiée. Et les femmes, au contraire, elles vont s'acharner dans le travail. Oui, c'est ça. Elles vont devenir surperformantes. Surperformantes, ouais. Et après, ce qui va en plus alimenter ça,
pour les femmes, en tous les cas, c'est les stéréotypes. C'est-à-dire que les femmes, elles vont peut-être grandir en ayant la croyance que, puisqu'elles sont des femmes, elles ne peuvent pas atteindre certaines choses, elles ne vont pas pouvoir réussir certaines choses. Et donc, elles s'acharnent dans le travail pour essayer de surmonter cette chose, mais comme elles sont bloquées aussi dans cette croyance, en fait, elles ne se donnent pas les moyens. Et de toute façon, même si elles atteignent un très haut niveau, comme l'étude initiale de ce syndrome, elles ne vont pas être capables de reconnaître les choses qu'elles ont accomplies. Elles vont minimiser ce qu'elles ont pu faire. Ouais. Voilà. C'est quelque chose que tu vois quelquefois chez les femmes issues de l'immigration, la deuxième génération en fait. Les parents leur ont dit « T'es une fille, il faut que tu travailles plus que les autres, t'as besoin de prouver plus que les autres que tu es valable. » Et on voit des femmes qui multiplient les diplômes, et puis qui atteignent des hauts niveaux de responsabilité et qui ont toujours un peu l'impression de ne pas être à leur place en fin de compte. Ouais. Alors après, au-delà du milieu d'où on vient et de l'éducation qu'on ait pu recevoir, des situations professionnelles peuvent aussi déclencher le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que si par exemple on a fait des études en sociologie, mais on arrive par un biais un peu bizarre à trouver un poste dans un autre domaine où bien on excelle, on peut être très bon, mais qui n'est pas du tout sur le chemin qui était tracé pour nous, on ne va pas se sentir légitime d'avoir obtenu ce poste. Voilà, donc c'est des situations comme ça où si on reçoit une promotion alors que peut-être on n'était pas prêt à cette promotion et on se dit mais non en fait je ne vais pas être capable, je ne suis pas capable, je me sens un imposteur parce que je devrais pas être là. Voilà, mon chef pense que j'ai les capacités ou on pense que je peux le faire, mais en fait, ils vont vite se rendre compte que je ne suis pas capable de le faire. Ouais. Et comme tu parles de légitimité, la légitimité, elle s'appuie sur 3 éléments, sur l'expérience, sur les diplômes ou les connaissances que tu peux avoir et sur le poste que tu occupes justement. Et pour en revenir aux artistes, et notamment aux artistes qui comme nous débutent leur carrière d'artiste en milieu de vie, bien souvent on n'a pas de diplôme parce qu'on n'a pas fait d'école d'art ou de choses comme ça, donc il nous manque un peu un appui là-dessus. L'expérience on n'en a pas encore puisque c'est quelque chose de complètement différent qu'on a fait avant, et puis le poste, on n'occupe pas de poste, mais il faut effectivement quasiment du jour au lendemain se dire maintenant je suis artiste quoi, et se lancer dans un travail. Et donc effectivement il y a souvent, je pense, des artistes dans cette configuration-là qui se sentent imposteurs parce que, surtout en France, où le diplôme, c'est quand même un peu le sésame. Donc, t'as pas fait l'école des beaux-arts, t'es pas légitime. T'as pas d'expérience, t'es pas légitime. Et puis, tu te dis artiste, d'accord, mais ça repose sur quoi? T'as pas fait d'expo, t'as pas de réseau. Donc, et c'est vraiment très, très difficile de basculer comme ça d'une vie où on était peut-être dans une carrière traditionnelle à devenir artiste, et tout d'un coup tout change quoi. Et je pense que c'est une situation que beaucoup de personnes rencontrent. Est-ce que toi tu as eu cette impression à un certain moment? Alors je me suis posé la question en préparant cet épisode, je me suis posé la question si je souffrais du syndrome ou pas. Donc d'abord j'ai réfléchi toute seule dans mon coin et puis je me suis dit peut-être, mais en fait ce que j'ai réalisé, c'est que quand j'ai commencé, j'ai ressenti de la peur, j'avais pas vraiment confiance en moi, j'ai eu beaucoup de doutes si j'étais effectivement légitime pour exposer mes œuvres. Cette phase n'a pas duré très longtemps, mais je l'ai traversée. Alors, il se peut qu'à ce moment-là, j'ai eu traversé le syndrome de l'imposteur. Mais aujourd'hui, je pense que je ne suis pas du tout là-dedans. Et pour en avoir le cœur net, j'ai même fait un test en ligne. Alors, il y a différents tests en ligne qui sont disponibles où on peut évaluer si oui ou non on souffre du syndrome. Et j'en ai fait plusieurs. Si je vais taper un peu dans différents trucs pour voir si pour être sûr. Bon. Et finalement, le dernier que j'ai fait, je pense que c'est celui qui m'a paru le plus pertinent. Je trouvais que la qualité des questions était plus précise et
plus pertinente. Et le résultat est que non, aujourd'hui, D'accord. je ne souffre pas. Mais c'est pas parce que j'en souffre pas aujourd'hui que je ne suis pas à l'abri d'en souffrir plus tard. Et c'est ça le truc du syndrome de l'imposteur, c'est que ça peut venir, ça peut repartir et puis après revenir. C'est ça un peu, en tous les cas, les différents témoignages que j'ai pu écouter ces derniers jours. Voilà, il y a des gens qui ont dit qu'ils avaient eu une première expérience du syndrome, qu'ils ont réussi à surmonter, mais face à un nouveau défi dans leur vie d'artiste, ça revient. C'est revenu. D'accord. Parce que la situation était différente et donc quelque chose qu'ils n'avaient pas encore apprivoisé, quelque chose qu'ils ne connaissaient pas et le doute s'est réinstallé et ils ont ouais, voilà. D'accord. Ouais. Donc pour moi, non, aujourd'hui, non. Et pour toi, qu'est-ce que tu Alors, je pense pas avoir vraiment souffert du syndrome de l'imposteur, mais par contre, c'est vrai que pendant un certain temps, je me posais beaucoup de questions par rapport à la légitimité, par rapport à la crédibilité, en fin de compte, de me poser comme ça en tant qu'artiste et de dire, bon, bah voilà, j'arrive, je déboule dans un milieu on est à Douarnenez, il y a déjà beaucoup d'artistes qui sont installés, donc quand tu te mets à exposer dans le coin, bah forcément, tu es un peu confronté aux autres artistes, soit parce qu'ils exposent en même temps, soit parce qu'ils viennent voir ce que tu fais. Et c'est vrai que c'est assez inconfortable au début, parce que tu sais bien que tu n'as pas suffisamment d'expérience, tu n'as pas encore toutes les connaissances, tu maîtrises pas encore les techniques, mais tu es bien obligé d'en passer par là, c'est un peu l'épreuve du feu, mais ça s'accompagne quand même de doutes et de remises en question, et c'est vrai que je me souviens de longues conversations dans la forêt avec mon mari. En général, quand on a un problème, on va marcher dans la forêt, ça permet de résoudre pas mal de choses, et je lui parlais de ça, mais il me disait, mais t'en as rien à faire, tu t'en fous, t'y vas, tu le fais, quoi, voilà. Mais c'est pas si facile, on peut te dire ça, mais bon, dans ta tête, les choses, elles sont pas, je m'en fous, voilà. Ouais. Donc, et c'est vrai aussi que ça vient du fait que tu te compares à des gens qui ont 10, 15, 20, 30 ans d'expérience, donc évidemment, tu peux pas en être au même stade, et donc il faut remettre les choses dans leur contexte. Ouais, en t'écoutant parler, je me disais, en fait, je pense que l'âge aussi joue un rôle sur le fait de vivre ce syndrome ou pas. Je pense que l'expérience de vie, de manière générale, fait que quand on arrive à un certain âge, dans la cinquantaine notamment, on a vécu différentes choses dans notre vie et on se rend compte que même face à des situations nouvelles ou tout ce qui pourrait être situations dans lesquelles on pourrait vivre ce syndrome, comme on a de l'expérience, on sait que on a quand même acquis une certaine confiance en soi. On sait que même dans les situations difficiles, on arrive à s'en sortir, qu'il y a toujours, on arrive à mettre en place les bons mécanismes, les bonnes choses pour s'en sortir très rapidement. Ouais. Alors que quand on est plus jeune, on n'a peut-être pas suffisamment d'expérience. Et donc, on ne sait pas trop quels outils on peut utiliser pour surmonter les difficultés. Oui, je pense que, alors il y a peut-être une question d'âge, mais il y a ce que tu dis, surtout la question de la confiance en soi, et si on a une bonne confiance en soi ou pas. Et ça, je pense que ça fait vraiment la différence. Et après, c'est aussi quelque chose qui peut se construire dans le temps et avec l'expérience, mais tu peux avoir des gens très jeunes qui ont une très bonne confiance en eux et qui vont surmonter les obstacles et les difficultés avec plus de facilité. Mmh. Alors, comment savoir si on souffre ou pas du syndrome de l'imposteur ? Pour aller un peu plus en profondeur sur ce sujet, j'aimerais juste donner une liste des symptômes qu'on peut ressentir. Donc, on a parlé du doute de soi, l'incapacité à évaluer ses aptitudes et compétences de façon réaliste. Oui. Voilà. La propension à attribuer sa réussite à des facteurs externes à soi. Donc on va dire c'est parce que j'ai eu de la chance ou voilà, c'est grâce au soutien que j'ai eu par les autres personnes, mais on va pas s'attribuer le mérite, le mérite en fait. Voilà, c'est ça. Ça c'est assez féminin, je pense, non ? Oui, je pense, peut-être. Ouais. Après, il y a quand on ressent la peur de ne pas être à la hauteur par rapport à quelque chose. Et comme on l'a mentionné aussi tout à l'heure, la tendance à s'aborder ses propres chances de réussite. Voilà, ça c'est aussi, on va
on sait ce qu'on devrait faire pour réussir, mais on va pas le faire. Voilà, parce que en fait, on a peur aussi de réussir, parce que on a un peu de peur du regard des autres, parce qu'en fait, la réussite aussi, c'est quoi ? C'est là où on tombe aussi dans ce piège où on se dit, mais peut-être que ma définition de la réussite n'est pas la définition de la réussite des autres, donc même si j'atteins un certain niveau, est-ce que les autres vont aussi valider ce que j'ai pu... Et puis réussir, ça peut aussi, je vais devenir quelqu'un d'autre. Tu vois, je vais devenir quelqu'un d'autre. Les gens qui ont peur de vraiment très bien réussir, ils ont peur du regard des autres, de la jalousie qu'ils vont pouvoir susciter ou de choses comme ça. Donc c'est vrai que ça réveille tout un tas d'angoisse. Oui, et puis la réussite, ça veut dire aussi qu'on atteint un niveau supérieur, peut-être, on va dire. Et du coup, on commence à se dire, mais alors une fois que j'ai réussi ça, il va falloir que j'excelle constamment ou que j'aille à un niveau encore plus haut. Donc on va me demander d'aller plus loin. Et là, je ne suis pas sûre d'être capable. Ouais, ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. Ouais. Après, il y a aussi, on peut ressentir un décalage par rapport aux autres. Moi, j'ai ressenti le décalage au départ quand j'ai exposé avec d'autres artistes. Oui, c'est ça. Voilà. On regarde son propre travail, mais comme on n'arrive pas à le regarder de manière très objective, on regarde le travail des autres, alors on peut l'apprécier et puis se dire, mon travail, il est peut-être pas... Enfin, je suis pas légitime pour exposer avec eux parce que ce que je propose n'est pas aussi bien... élaboré, oui. Voilà. Donc il y a ça, et puis après, il y a... Comme tu disais, il y a le fait de travailler très dur peut mener à une surcharge de travail, un surmenage, un burn-out. Donc souvent les personnes atteintes du syndrome vont vers le burn-out. Et c'est ça après qui va peut-être aussi déclencher un changement dans leur vie. Oui, alors on voit ça pas mal chez les artistes. C'est-à-dire que quand tu commences à te lancer, tu es passionné, tu comptes pas tes heures, tu travailles beaucoup dans l'atelier, mais à côté, il faut faire beaucoup de choses aussi, il faut communiquer, il faut montrer ton travail, il faut démarcher des lieux pour faire des expositions. Enfin, il y a énormément de travail. Et moi, je vois certaines personnes que je suis, elles sont comme ça tout feu, tout flamme pendant 1 an, 2 ans, et puis elles s'épuisent. Alors je ne sais pas si on est vraiment dans le syndrome de l'imposteur pour le coup, mais elle s'épuise et là tout d'un coup c'est le corps qui dit il va falloir ralentir, il va falloir prendre les choses autrement, il va falloir remettre un petit peu de clarté et d'espace dans le temps parce qu'ils n'ont pas le temps de se régénérer quoi en fait, de se reposer. Ouais. Alors ce qui peut déclencher le fait de se mettre comme ça au travail presque excessif, où on va vers l'épuisement, c'est le fait d'être hyper exigeant face à soi-même. Oui. C'est-à-dire non, il faut que tu fasses mieux, il faut que tu vendes plus, il faut que tu aies plus de retours positifs. Voilà, donc t'es pas assez bien aujourd'hui, il faut que tu vois. Je pense que ça c'est très commun, et comme tu disais, souvent chez les femmes. On est dans une société qui pousse à ça aussi. C'est jamais assez. Si tu regardes ce qu'on te dit dans les entreprises ou n'importe où, c'est jamais assez, il faut en faire toujours plus. Ouais. Et donc ça, c'est quand même assez toxique comme vision des choses. Oui, et je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui aussi influencent beaucoup ça. Oui. Il faut avoir un certain nombre de likes ou de cœurs sur ce qu'on expose sur les réseaux sociaux pour se sentir légitime justement et pour dire ok, oui, mon travail est suffisamment bon parce que j'ai eu X likes ou X cœurs. Et ça exacerbe la comparaison avec les autres aussi. C'est ça. Donc après, comme on l'a dit, les autres symptômes du syndrome de l'imposteur sont le manque d'estime de soi, la peur intense face à l'échec et la perte de confiance en soi. Voilà, ça c'est... Donc après, je pense, comme on en discutait tout à l'heure, je pense qu'il faut faire la différence entre un ou deux des éléments qu'on vient de citer et le syndrome. Je pense que le syndrome induit vraiment vers un comportement où, comme le nom l'indique, on a l'impression d'être un imposteur.
Oui, c'est ça. De Et puis, ne pas mériter la place dans laquelle on est. Et puis on se sent vraiment dans une forme de détresse psychologique, et puis on est vraiment dans une grande anxiété qui est perturbante en fin de compte. Ouais. Alors qu'à côté, on peut avoir des doutes, comme on le disait. Disons qu'au début, on est dans une forme d'inconfort. Et c'est pas confortable, c'est pas agréable, on se pose des questions, mais on n'est pas pour autant dans ce syndrome de l'imposteur où vraiment on va être mal, et puis on va chercher des comportements pour compenser tout ça et essayer de garder la face en fin de compte, puisqu'on est persuadé d'être de frauder, d'être illégitime. En fait on essaye de maintenir cette façade pour que les autres continuent à croire qu'on est légitime et qu'on fait ce qu'il faut, et donc ça amène à cette espèce de trop, quoi, de trop de travail, trop de surcharge, trop de perfectionnisme. Donc pour les artistes, plus précisément, ce syndrome, ça veut dire quoi? Ça se manifeste comment? Parce que là, les symptômes que je viens de mentionner, c'est des symptômes, on va dire, généraux qui vont s'appliquer dans différents domaines. Mais après, quand on est artiste, qu'est-ce qui va se passer si on souffre du syndrome de l'imposteur? Et donc j'ai réfléchi à ça, et j'ai eu quelques idées qui me sont venues en tête, et j'ai pensé, la première chose, et tu viens de le dire, c'est qu'on va constamment se comparer aux autres. Je pense que ça, c'est inévitable, en fait. Ouais. Parce que, en fait... Mais c'est humain aussi, hein. Oui, c'est humain. Oui, bien sûr. Parce que l'histoire de statut social, c'est pareil. On est en permanence en train de se juger les uns les autres. Ça, c'est un comportement qui est inscrit dans nos gènes, en fin de compte. Ouais. Et chez les artistes, ce qui va être important, c'est le talent. On parle de talent. Telle personne, il a un talent exceptionnel, il a un talent inné. Et du coup, on va tout le temps se poser la question, mais est-ce que moi aussi, j'ai du talent? Donc, c'est là où... Et si on souffre du syndrome, on va probablement arriver à la conclusion que non. On n'a pas de talent. C'est ça, ouais. Et que donc, il faut travailler beaucoup plus. Exactement, exactement. Donc ça, c'est... Voilà, le fait de se comparer constamment aux autres, c'est pas une bonne chose au long terme. C'est bien de le faire un peu, je pense. C'est important de comprendre ce qui se fait autour de soi, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, surtout si on souhaite vivre de son propre travail. Et puis ça peut aider à s'améliorer. Bien sûr, on peut trouver aussi des artistes qui peuvent nous inspirer et nous aider à faire mieux. Mais si on est constamment dans la comparaison, on risque de rester piégé là-dedans. Oui, il faut faire attention, oui. Après, il y a une autre chose, je pense, qui est vraiment très particulière aux artistes, c'est que quand on souffre du syndrome, on a vraiment du mal à accepter les compliments sur son travail. C'est vrai. Voilà, on va se dire, non, justement. Oui, c'est pas grand-chose, c'était facile. Oui, ça m'est arrivé une fois, mais bon, ça risque pas de m'arriver une deuxième fois. Voilà, c'était le hasard que j'ai réussi cette œuvre. Oui. Voilà. Et donc, après, il y a une autre chose, c'est que comme on va douter de ses propres capacités, on risque de ne pas avoir le courage de montrer, de partager notre travail. On peut fuir. Là, pour le coup, on peut être dans l'esquive. Là, on fuit. Et ça, c'est dommage. Bah oui. Et je pense que quand on débute, la question qu'on se pose, c'est à quel moment dois-je commencer à montrer mon travail? Est-ce que j'ai travaillé assez pour enfin pouvoir partager ce que je fais, ou est-ce qu'il faut que je me perfectionne encore? Donc là, il n'y a pas de réponse juste. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais non, je crois que si on est... Déjà, il faut savoir se sentir plus ou moins prêt. Et si on commence à se sentir un peu prêt, si on n'est pas dans un refus vraiment fort, on peut commencer petit. On peut demander au café du coin, au salon de thé du coin, parce que le café, c'est pas toujours... En France, c'est pas toujours le meilleur endroit pour exposer, mais... Voilà, il y a un salon de thé, est-ce que vous prendriez 2-3 de mes œuvres? Voilà, de commencer doucement, ou de faire ce que font certaines personnes, une expo chez elles, tu vois, ou d'ouvrir son atelier. Voilà, on peut commencer doucement comme ça, et ça peut permettre
de pas se mettre la pression tout de suite, de pas se mettre dans une potentielle situation d'échec non plus, parce que c'est vrai que si on expose qu'on n'a personne ou qu'on vend rien, des fois c'est un peu difficile à encaisser, quoi. Ouais. Et je pense que pour avoir une meilleure évaluation de son propre travail, c'est important aussi de montrer son travail, même si on ne se sent pas complètement prêt, mais montrer son travail en dehors du cercle familial ou amical. Ah oui, bien sûr. Voilà, à d'autres artistes qui vont être capables justement de prendre en compte le fait que on n'a que 1 an ou 2 ans d'expérience. Oui. Voilà, et qui vont pouvoir avoir un commentaire encourageant, mais en même temps peut-être un peu exigeant, en disant voilà, tu pourrais améliorer ton traitement des couleurs, tu pourrais améliorer ta composition. Voilà. Ouais. Parce que la famille, ils n'y connaissent rien, et 2, ils ont envie d'être gentils avec nous, enfin la plupart du temps. Ça dépend qui. Oui, ça dépend qui, on est clair là-dessus. Mais oui. Après, ce que ça peut entraîner, comme au niveau des artistes aussi, c'est une forme de résistance. Et j'avais fait il n'y a pas longtemps une vidéo là-dessus. La résistance, c'est quand toutes les conditions sont réunies pour que tu puisses faire ton travail, mais que tu n'arrives pas à t'y mettre. Ça peut être lié à une forme de syndrome de l'imposteur. Comme tu ne te sens pas légitime, il y a un blocage et tu n'arrives pas à te mettre au travail, en fait. Donc, tu vas aller mettre une lessive en route, mettre le linge à sécher, porter le chien, ranger ton bureau, ranger ton atelier. Tout, sauf te mettre au travail. Ça peut être aussi le signe d'une forme d'esquive. Ouais. Après, au-delà de montrer ou partager son travail, c'est de le vendre. Je pense qu'on peut très bien avoir peut-être le courage de le montrer ou de le partager, mais après, le vendre, c'est quand même, là, c'est le moment où on met de la valeur, une valeur... Oui, et ça, c'est aussi un passage très difficile pour beaucoup d'artistes, d'attribuer un prix à son travail, sachant que les femmes ont tendance à fixer des prix qui sont en moyenne de 30% inférieurs aux hommes, pour des cas de figure similaires. Donc hier, je discutais justement avec cette amie qui est en Norvège. Là, elle va faire une exposition pop-up, si tu veux, le temps de 2 soirées. Elle a loué un local et puis voilà. Et puis, elle était en train de se poser la question de savoir à quel prix elle allait mettre des œuvres originales qu'elle allait faire à la gouache. Et puis, je lui ai dit, est-ce que tu as réfléchi... Parce qu'elle veut faire ça, mais elle veut aussi vendre des posters, des calendriers, des choses comme ça. Je lui ai dit, est-ce que tu as réfléchi au montant global que tu voudrais retirer de ça? Et là, typiquement, une réponse que je qualifierais de féminine, peut-être que j'exagère, mais elle dit « Ah, mais non, mais moi, c'est pas pour l'argent que je fais ça, c'est pour tout les opportunités que ça va pouvoir m'apporter. » Et là, je lui ai dit « Bah oui, mais t'es quand même là aussi pour gagner ta vie, puisqu'elle a arrêté de travailler à côté et que son art est de... » Bah oui. Donc je lui ai dit « C'est important aussi de te dire bon ben voilà, j'ai envie de pouvoir, elle loue cet espace, donc elle le paye, donc elle va bien débourser de l'argent, donc au moins il faut qu'elle rentre dans ses frais, mais c'est pas suffisant, c'est pas parce que tu rentres dans tes frais que tu peux vivre avec ça. Donc, et là j'ai vu à quel point ça pouvait être une résistance aussi de fixer un prix, de donner de la valeur à son travail, et que derrière il n'y avait pas de stratégie de prix et de revenus et de choses comme ça. Et on voit que c'est très difficile. Et pourtant, ça fait plusieurs années qu'elle peint et qu'elle expose. Ah ouais. Ouais. Mais comme avant, elle avait un travail à côté et que c'était ce travail-là qui lui permettait de vivre, la transition est pas facile. Non, c'est vrai. Ouais. Oui, après, je pense que c'est le problème de tout créateur, créatrice. C'est tu crées quelque chose. D'habitude, quand on crée, on le fait pour le plaisir aussi, hein, c'est une source de plaisir pour soi. On se dit que c'est peut-être quelque chose un peu égoïste quelque part, tu vois, on est dans notre petit monde, on crée nos petits trucs, et puis après on se dit, mais en fait, comment je peux demander à quelqu'un de me payer pour ça, quoi, alors que j'ai juste pris du bon temps pour moi-même, tu vois, il y a ça aussi, il y a cette... Oui, et puis idée véhiculée très longtemps par la société, où sous prétexte que toi, l'artiste, tu faisais un truc qui te plaisait, il n'y avait pas de raison de te payer, donc... non, mais les auteurs, par exemple, c'était vraiment ça, on les invitait à des salons, à des dédicaces, à des machins, puis on leur disait, soyez contents déjà, ça permet de vendre vos livres, quoi, on ne va pas vous payer pour votre déplacement et votre présence en plus. Ben oui, mais bon,
c'est quand même du temps qui est consacré à faire ça. Quand tu fais la promo d'un livre, tu as quand même tout un tas de rendez-vous sur 15 jours, 3 semaines, enfin des fois même plus longtemps. Donc c'est du temps pendant lequel tu n'écris pas. Pourquoi tu ne serais pas rémunéré pour ça, tu vois ? Et les gens qui font ça, tu leur dirais de faire la même chose, ils te diraient non. Tu dirais à un éditeur, bah non, on ne va pas te payer. Bah non, attends, ça, tu vois. Et c'est vrai que ça, c'est en France notamment. Hein. Comme tu prends plaisir à faire ce que tu aimes, on ne devrait pas te payer en fait. Difficile. Il faut faire changer ça. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette campagne, je ne sais pas si tu l'avais vue, cette campagne justement des artistes auteurs où ils mettaient que le prix de leur livre c'était équivalent à 5 bottes de poireaux, à 3 tickets de métro, voilà. Pour dire, voilà, c'était même pas le prix de leur livre, c'était ce qui touchait sur un livre en fait. Et que en fin de compte, les auteurs jeunesse, ils sont payés à hauteur entre 5 et 8% du prix du livre. Et les auteurs adultes, c'est 10-12%, un peu plus quand c'est des gens très connus. Donc tu te rends compte, c'est pas grand-chose. Non, il faut vraiment vendre des millions d'exemplaires. Exactement, pour vraiment pouvoir en vivre en fait. Ouais. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut secouer un peu, hein, des vieilles croyances qu'il faut secouer, parce que c'est pas si facile que ça. Et donc après, bon, pour les artistes, moi j'ai encore 2 choses à dire, juste par rapport à comment ça peut se manifester. On a déjà touché tout à l'heure, c'est la difficulté à se dire oui, je suis artiste. Et comme tu dis, c'est aussi parce qu'à partir du moment où tu assumes pleinement et tu dis, on te demande, toi tu fais quoi dans la vie ? Ah ben moi je suis artiste. Moi je peins à mes heures perdues. En donnant la réponse, en même temps, on se pose la question, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Tu vois, voilà, ça y est. Du coup, je vais être mis dans une case et en gros, je suis... Ah bah oui, parce que la question suivante, c'est tu exposes ? Voilà. Et si tu dis, bah non, et j'expose pas, oui, et tu as envie. Ouais. D'ailleurs, quand on expose, la question qui est récurrente, c'est, alors, t'as vendu ? Ouais. Tu vois, c'est... Bah, c'est important. Oui, c'est important, mais en même temps, ça te met beaucoup de pression parce il arrive parfois que tu exposes et malgré la qualité de ton travail, bah, tu ne vends rien parce que juste bien sûr. Le bon public n'était pas au rendez-vous ou il n'y a pas eu de public du tout, ça arrive aussi. Hein, et c'est vrai que ça, c'est des choses qui sont très difficiles à vivre parce que c'est quand même... au final, on peut avoir des commentaires positifs et ça fait toujours du bien, mais quand on expose et qu'on met un prix sur nos œuvres, ce qui va un peu valider les choses, c'est que les gens ils passent à l'acte et ils t'achètent une œuvre. Et tant que tu n'as pas ça, tant que tu n'as pas atteint ça, tu risques de rester dans le doute, notamment si tu souffres du syndrome de l'imposteur. Oui, c'est assez compliqué au niveau des artistes. Et là, dans les âmes créatives, justement, récemment, j'ai posé une question en demandant aux personnes qui sont dans le groupe quel artiste tu as envie d'être en fait. Et ça, je me rends compte que c'est pas une question qu'on se pose d'emblée. On fonctionne par rapport à des images qu'on a déjà, tu vois, on se crée une espèce de kaléidoscope comme ça avec tout ce qu'on a entendu sur les artistes, de positif et de négatif, et puis on se crée une image de ce qu'on devrait être en fait. Mais on n'est pas obligé, on peut très bien choisir comment on a envie d'être en tant qu'artiste et comment on a envie de créer en fait. Et je pense que c'est très important de s'autoriser à se poser cette question-là. Parce que tout le monde n'a pas envie de travailler à temps plein là-dessus, tout le monde n'a pas envie d'exposer, tout le monde n'a pas envie d'en vivre, tout le monde n'a pas envie de le vendre. Tu vois, enfin, il peut y avoir plein de cas de figure. Tout le monde n'a pas envie de faire des grands formats, tout le monde n'a pas envie de travailler à l'huile. On peut très bien travailler à la gouache et c'est pas moins bien. Non. Voilà. Donc, je pense que c'est une démarche importante de se dire, voilà, comment j'ai envie d'être en tant qu'artiste. Ça peut aider à sortir aussi de ce syndrome de l'imposteur qui peut venir justement de toute la mosaïque d'images qu'on s'est composée en se disant un artiste devrait faire ci, un artiste devrait se comporter comme ça, un artiste devrait avoir réussi, tu vois, s'acheter une Rolex après un certain... la fameuse Rolex, elle revient tout le temps, celle-là. Elle est tellement drôle. Mais voilà, et ben non, pourquoi ? Pourquoi ? Il n'y a pas de validité derrière tout ça. Donc c'est compliqué pour les artistes et un symptôme
c'est qu'en fait, on rate des opportunités d'exposition, d'exposer. Voilà, on a la possibilité de postuler pour participer à un salon ou à une exposition collective, et puis exprès, on loupe la date pour envoyer le dossier. Et en fait, c'est parce que peut-être on a peur de l'échec. Ou on ne se sent pas à la hauteur, on se dit ça sert à rien, de toute façon que je postule, ils ne m'accepteront jamais, ils prendront jamais ma candidature. Donc voilà, ça peut aller très loin, je pense, dans la pratique artistique. Et comme tu disais, je pense qu'il faut bien faire la distinction, parce que le syndrome de l'imposteur va être particulièrement problématique pour les artistes qui souhaitent vivre de leur art, alors que quelqu'un qui le fait plutôt comme un hobby, oui, va peut-être souffrir de certaines de ces choses, mais ça n'a pas... Il n'y aura pas de pression derrière non plus, quoi. Non, c'est pas aussi grave. Mais si on souhaite vivre de son art, et puis que justement on va avoir peur d'exposer, avoir peur de mettre les prix sur nos œuvres, on ne se sent pas aussi bien, aussi bon que les autres artistes, on est constamment en train de se comparer. À toutes ces choses-là, il faut qu'en fait, on est déjà en train de préparer notre échec. Oui, c'est ça, et comme tu le dis, le syndrome de l'imposteur s'auto-alimente. Donc du coup, effectivement, on peut être dans une espèce de spirale descendante comme ça, et on en fait de moins en moins, on a de moins en moins envie, puis notre envie de créer, elle disparaît après, parce qu'elle est tellement maltraitée que l'envie nous passe, en fait. Ouais. Et puis le fait de se dévaloriser aussi, quand on souffre du syndrome de l'imposteur, on se dévalorise, on a du mal à accepter les compliments. Je pense que ça, c'est pas bon quand on est un artiste qui souhaite vraiment vivre de son art et être apprécié. Je pense que c'est important de garder une posture positive, de montrer qu'on est fier du travail qu'on fait. Et je pense que ça influence un peu aussi le regard des autres sur nous, sur notre travail. Il faut être fier de ce qu'on fait. Mais oui, dans le groupe Facebook Art System, je propose souvent en fin de mois, j'ai une petite illustration, c'est sans complexe, je me félicite d'eux. Et quand j'ai lancé ça, donc chacune met après de quoi elle est fière, d'avoir accompli ou d'avoir fait. Et au début, ça a été difficile, c'était vraiment pas une démarche, je crois que j'en avais déjà parlé sur le podcast, mais c'était vraiment pas une démarche facile pour les personnes qui faisaient partie du groupe de dire « je suis fière d'avoir fait ceci ». Et maintenant, allons-y gaiement, et il y en a des tartines, et elles sont fières d'elles. Et voilà, c'est comme ça. Ça fait du bien. Hein. Et ça fait du bien, et c'est comme ça qu'on renforce aussi, et de voir que les autres assument de dire je suis fière d'avoir fait ceci ou cela. Et du coup, ça encourage les autres à le dire aussi. Et du coup, à chercher aussi, à s'interroger, à se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de bien ce mois-ci, de quoi je suis contente ? Parce que, pareil, c'est une question qu'on ne se pose pas systématiquement, surtout si on a été éduqué, ou quand c'était parfait, c'était normal, et quand c'était pas parfait, alors là, c'était le déluge. Oui, je pense que notre éducation judéo-chrétienne, européenne, de manière générale, Europe occidentale en tous les cas, c'est normal, exactement, quand on réussit, et puis si on ne réussit pas, c'est qu'on est nul, on est incapable, et on ne nous apprend pas dès le plus jeune âge à reconnaître nos capacités. Non, parce que ce serait de la vanité, ce serait, tu vois, il faut rester humble, il faut dans l'humilité, et alors ça, les filles encore plus, quoi. Ouais. Et ça, je pense, c'est dans le monde anglo-saxon, c'est pas comme ça. Je pense qu'on est plus... On va plus facilement mettre en avant nos capacités. On va mieux digérer l'échec, on va mieux accepter l'échec, et on va voir les vertus de l'échec, tout ce que ça peut nous apporter, et on va aussi célébrer les réussites. Alors que nous, c'est pas tout à fait ça. Non. Est-ce qu'on peut s'en sortir ? Est-ce qu'on peut s'en sortir de ce syndrome ? Oui, alors est-ce qu'on peut s'en sortir ? Et puis, avant même de parler des choses qu'on peut mettre en place pour éviter de tomber dans le syndrome ou de s'en sortir, je me posais la question, est-ce que ça sert ? Est-ce que ça peut servir ? Est-ce que ça peut être quelque chose de positif, ce syndrome de l'imposteur ? Je me suis posé la question, est-ce que ça peut nous aider ? Ça peut peut-être être positif dans le sens où ça te permet de repérer certaines failles en toi, de te rendre compte que tu manques peut-être de confiance en toi, que tu doutes un peu trop, que tu es enfermé dans des croyances qui ne te servent pas. Voilà. Donc ça peut effectivement, dans ce sens-là, être utile en fait. Ouais.
Comme c'est pas une maladie, voilà, moi je pense que c'est une jauge, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour... alors si on arrive à prendre du recul, et puis je pense que parfois il faudra peut-être être accompagné pour prendre du recul par rapport à cette problématique, surtout si elle est très présente. Mais je pense que c'est important de réussir à l'analyser, de voir où on peut changer notre comportement, notre attitude. Donc c'est pas forcément quelque chose de négatif à partir du moment où on reste pas dedans. Ben voilà, bien sûr. C'est ça. Ouais. Donc parlons des choses qu'on peut faire. Sortons du trou. Vite. Alors, est-ce que tu as des choses à proposer ? Bah écoute, oui, ce que j'aurais à proposer déjà, c'est par exemple de faire la liste de tout ce qu'on a réussi ou de toutes ses compétences, notamment dans le cas où on est artiste et qu'on commence un peu tard dans la vie, on a eu une vie avant et on a fait plein de choses. Alors on a peut-être eu un métier, on a peut-être occupé différents postes, on a peut-être eu des enfants, on a peut-être, fait d'autres hobbies, on a peut-être excellé dans certains domaines sportifs par exemple. Donc tout ça, déjà on peut en faire la liste et puis se rendre compte qu'on n'a pas rien fait avant et que c'est des appuis. On peut se dire, là, dans ces domaines-là, je suis experte, je sais faire, j'ai compris, je maîtrise, par exemple, tu vois. Et puis, ça permet aussi de repérer peut-être les compétences acquises auparavant qui vont peut-être nous servir dans notre métier d'artiste. Absolument. Si on a appris à communiquer et à écrire, par exemple, et ben, quand on va devoir écrire sa petite bio, quand on va devoir écrire son site, quand on va écrire aux gens, si on a une newsletter, ça va nous aider, par exemple. Absolument. Donc ça peut être déjà une première approche. Ce que les anglo-saxons font beaucoup aussi, c'est de se dire, par exemple, je ne suis pas artiste encore, je ne suis pas encore artiste, c'est pas je ne suis pas artiste, point barre, ou alors je ne me sens pas compétent pour le moment. Ce qui implique que ça va venir, que c'est un peu work in progress et que ça va se faire. Et le simple fait de rajouter ce pour le moment à la fin, voilà, ça adoucit beaucoup le couperet. Ça enlève la pression. Ça enlève la pression, puis ça enlève le couperet du « je ne suis pas ça pour le moment ». Voilà, donc ça veut dire que les possibles sont ouverts et que je vais pouvoir progresser, avancer. Voilà, je ne me sens pas sûre de moi pour le moment, mais j'y travaille. Et puis, voilà, donc regarder son parcours. Trouver aussi, ça c'est Marine Bruno dans son livre qui le suggère, trouver des modèles, des personnes qui sont peut-être un peu plus avancées que nous, mais qui vont nous servir de repère un peu, de se dire, voilà, j'aimerais bien mener mon affaire comme cette personne, tu vois. Ouais. Alors moi ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu comme témoignage aussi, c'est que quand on souffre du syndrome de l'imposteur, on se remet beaucoup en question. Et dans ces moments-là, ce qui est important, c'est de trouver des personnes de confiance avec lesquelles on pourra parler justement des difficultés qu'on est en train de vivre. Et naturellement, il faut que ce soit des personnes bienveillantes, qui vont être à l'écoute, qui peuvent comprendre la situation dans laquelle on se trouve. Ah non, mais t'es vraiment nulle. Ce syndrome de l'imposteur, c'est n'importe quoi. Il faut choisir les bonnes personnes. Bah oui, c'est clair. Mais c'est vrai que dans le monde des artistes, en tous les cas, moi c'est ce que j'ai remarqué, mais c'est aussi ce que j'ai entendu d'autres artistes dire, c'est que les artistes vont facilement montrer ce qu'ils ont réussi, par exemple sur les réseaux sociaux notamment, mais qui ne vont pas parler de leurs moments de doute, leurs moments difficiles. Et du coup, quand on souffre du syndrome de l'imposteur et qu'on a l'impression qu'on est entouré de gens qui vont toujours bien, qui réussissent tout, on se dit, mais vraiment, je suis encore plus nulle que ce que je pensais, parce que je suis la seule à vivre ce truc. Oui, c'est vrai, ça peut donner cette impression. Donc c'est vraiment important, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ça touche quand même 70% de la population. Ouais. Donc c'est même pas nécessaire d'en parler à un autre artiste, on peut en parler à n'importe qui. Probablement, il y a une forte chance que la personne à laquelle on va parler
aura vécu une situation semblable, même si c'est dans un autre domaine, et qui aura souffert des mêmes choses. Donc ça nous permet de relativiser un peu le problème, de se dire ok, on n'est pas tout seul là-dedans, et en échangeant, les personnes peuvent aussi nous donner des pistes pour s'en sortir et nous permettre de voir les choses autrement. Parce que le syndrome de l'imposteur, à mes yeux, c'est vraiment se créer un château de croyances limitantes. Hein. On se construit une pensée autour des choses qui sont fausses. Donc, c'est en échangeant avec les autres, des fois, qu'on arrive à démanteler ces croyances. Et ce château, après, il s'écoule. Et après, on peut voir les choses plus clairement. Donc échanger avec les autres, c'est super important. Trouver quelqu'un. Ouais, pour les artistes notamment, hein, parce que le travail de l'artiste, il est souvent assez solitaire. Tu es dans ton atelier, tu es tout seul. Et donc, effectivement, quand tu commences à avoir des pensées comme ça, ben, tu peux pas les partager. Hein, tu n'es pas dans un open space avec d'autres artistes. Voilà, c'est ça. Et moi, vraiment, je crois au fait de constituer un petit groupe de gens qu'on va voir en vrai, dans la vraie vie, ou qu'on va voir de manière virtuelle, mais avec qui on va pouvoir échanger justement sur tous ces sujets qui concernent plus spécifiquement la création, la pratique d'un art et tout ça, et qui vont permettre de dédramatiser beaucoup de choses. Moi, je sais que par exemple, quand je fais des cours, quelquefois, je mets des vidéos où je rate, où je me trompe, et pour montrer aux gens qui suivent le cours que c'est normal. Ouais, ça fait du bien. Quand tu te trompes, ça fait du bien. Mais non, mais c'est vrai. Oui, absolument. Parce que si tu montres que des trucs où tu réussis tout le temps, quelque part, les personnes qui te suivent te disent dès qu'elle fait un truc, ça marche. Mais non, pas du tout. Moi, ce matin, je me suis filmée en train de faire un truc pour un prochain cours. Comme j'étais fatiguée, alors un coup, j'ai raté. Un deuxième coup, j'ai pas déclenché la caméra. Enfin, tu vois, il m'est arrivé que des trucs comme ça. Le truc, je l'ai fait 4 fois, quoi, parce que j'ai filmé le début, mais pas la fin. Enfin, c'était une catastrophe, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Et ça, tu n'es pas parfaite. Absolument pas. Et ce que tu dis, justement, ça a trait à la vulnérabilité. Et de montrer... Et on est dans une société qui veut pas montrer ça. Faut surtout pas apparaître faible, parce qu'on associe vulnérabilité et faiblesse, or c'est pas du tout la même chose. Et je pense que peut-être que sortir du syndrome de l'imposteur, c'est se réconcilier d'une part avec sa légitimité, et personne n'est légitime d'emblée. Ça se construit pierre après pierre, tout doucement, et c'est se réconcilier aussi avec sa vulnérabilité, et de se dire que tout le monde est vulnérable, mais que peu de gens le montrent, et accepter de montrer ça, accepter de montrer ses faiblesses, ses doutes, comme tu le disais, de partager tout ça, et je pense que là, c'est une bouffée d'air frais, quoi. Et après, il y a une autre chose qui est super importante pour donner suite à ce que tu viens de dire, c'est que même si on rate quelque chose, même si ton enregistrement n'a pas fonctionné 4 fois de suite, c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. C'est ça, donc il faut être indulgent avec soi-même. Il faut se dire, ok, ce matin, c'était pas la bonne matinée, quoi. Ça n'a pas marché. C'est ça. Mais le jour d'avant, j'avais fait, ça avait super bien marché. Donc, il faut accepter que parfois, on fait des erreurs et que ça va pas forcément fonctionner comme on le veut. Il y a un chat qui se promène. Il y a ton chat qui se balade. Mais oui, c'est ça. Et puis, même si on rate une toile, je veux dire, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Il n'y a pas de catastrophe qui va. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas le conducteur de train, s'il rate le signal, là, oui, effectivement, il y a un problème. Mais toi, tu rates ta toile, c'est pas grave, t'en feras une autre, ou tu repasseras un truc dessus. Enfin, tu vois, c'est oui, pas... après, je pense là où ça va être plus, peut-être, difficile, c'est quand comme je disais, tu exposes. Oui, dans les interactions avec les autres. Et tu vends rien, par exemple, pendant une exposition. Ça arrive. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile à vivre. Non. Et c'est normal.
C'est normal bien sûr. De mal le vivre, je veux dire, oui, quelque part. T'es déçu, il y a forcément une forme de déception. Oui, tout à fait. Mais après, ça peut être aussi l'occasion de te dire, est-ce que j'étais au bon endroit ? Est-ce que j'ai mis des prix qui étaient cohérents avec les personnes qui venaient visiter ? Absolument, ça il peut y a t'aider, plein de facteurs qui peut t'aider à progresser. Mais effectivement, si tu comptes sur ces ventes pour alimenter ton compte en banque et que du coup tu te retrouves dans un état difficile après parce que ça n'a pas eu lieu, effectivement ça pose un problème. Mais disons que c'est plus une question d'ego froissé et de fierté un peu ébréchée, tu vois, dans ces cas-là. T'as pas vendu, voilà, t'es déçu, mais... Et après, encore, moi j'ai juste une dernière chose à ajouter sur comment s'en sortir, c'est que notamment quand on démarre dans l'art, c'est de savoir faire la différence entre incapacité et manque d'expérience. C'est clair que quand on débute dans quelque chose, on n'a pas l'expérience, donc oui, on risque de faire plus d'erreurs, de réussir moins de toiles, de pas avoir l'impression qu'on est dans la bonne voie, de se planter bien trop souvent. Voilà, et ces questionnements sont totalement légitimes et normaux, j'ai envie de dire. Et c'est après, quand on a plus d'expérience, si on passe par des phases où, oui, on fait des erreurs, oui, on rate plusieurs choses d'affilée. Là, c'est pas une grosse remise en question qu'il faut faire, c'est juste d'évaluer, de dire, ok, c'est juste une mauvaise passe, qu'est-ce qui se passe, justement ? Pourquoi je me retrouve là-dedans, et à nouveau être indulgent avec soi-même et essayer d'analyser les choses objectivement et pas le prendre tout de suite et se dire c'est ma faute, c'est parce que je ne suis pas assez bien. Voilà, ça c'est ce que j'ai envie de dire. Alors est-ce facile ? Je ne sais pas. Moi, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'avec l'âge j'ai appris à être un peu plus indulgente avec moi-même. Quand j'étais beaucoup plus jeune, quand je ratais quelque chose, je pouvais m'en vouloir pendant des semaines. Et c'était très difficile de surmonter ça, surtout dans le milieu professionnel. La moindre erreur était quelque chose que je vivais très 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 mal. J'avais honte presque d'aller travailler, c'est ça. tu vois. J'avais honte de montrer mon visage et puis j'avais l'impression que tout le monde parlait que de ça, quoi, derrière mon dos. Même si c'était des choses... bête, insignifiante, tu vois. Mais ça, c'est l'éducation. Hein. Ça, c'est l'éducation. C'est une partie de l'éducation, bien sûr. Dans mon cas, en tous les cas, j'en suis consciente. Mais aujourd'hui, sur le moment, je vais m'en vouloir. Oui, bien sûr. Ça retombe aussi. Enfin, je sais m'en libérer très rapidement. Donc, et je pense que c'est ça, en fait. C'est ça qu'il faut réussir à... On va peut-être pas réussir à maîtriser notre impulsion, notre réaction immédiate, mais c'est après qu'est-ce qu'on en fait. Bien sûr. Et si on arrive à s'en libérer rapidement, ça va. Ça va. L'important, c'est de réussir à s'en libérer et pas rester là-dedans. Voilà. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter comme piste ou suggestion pour... Après, oui, on peut aussi trouver, non pas un mantra, mais des phrases qui nous aident, des phrases qui nous libèrent un peu, tu vois. Par exemple, je pense à quelque chose aujourd'hui, il y a une personne qui a publié une création sur le groupe Facebook, et puis il y a quelqu'un qui lui a dit « Ouais, j'aime bien, mais j'ai l'impression que c'est pas abouti. » Mais on a le droit de pas faire aboutir tout ce qu'on fait. Donc, se dire, oui, mais je suis libre, quoi, tu vois. Je fais ce que je veux. Aujourd'hui, j'avais envie de faire comme ça. Et puis, c'est tout. Et du coup, trouver des phrases qui vont nous libérer un peu, apporter un peu une bouffée d'air frais dans notre quotidien et qui vont nous permettre de nous dire... voilà, c'est pas grave. Et puis je reste. Je veux dire, il faut aussi profiter du fait qu'on est artiste, c'est qu'on est totalement libre. Et si on a envie de laisser un truc inachevé, si on a envie de faire du moche aujourd'hui parce que ça va nous libérer, on a le droit. Absolument. Et ça sera le mot de la fin. Alors pour terminer, Gwenaëlle,
Qu'est-ce que tu as fait dernièrement? Est-ce que tu as envie de partager quelque chose que tu as Oui, pu écoute, voir alors déjà je voudrais rappeler que les âmes créatives, c'est ouvert et on peut encore s'inscrire jusqu'à la fin du mois de septembre. Là on est à peu près 25 personnes dans le groupe et donc je commence à avoir des retours, à avoir des bons retours, des gens qui ont fait les premiers cours et que ça a intéressé et qui se trouvent bien parce que justement ça leur permet de rompre cette solitude, de discuter de plein de sujets avec d'autres artistes. J'ai eu aussi des bons retours par rapport à cette question de quel artiste j'ai envie d'être, comment je définis la réussite, le succès, l'échec, enfin des questions que je leur ai posées comme ça et je vois que ça génère des interrogations, ça leur fait se poser des questions qu'elles ne s'étaient pas posées avant. Et puis il y a un homme dans le groupe, alors ça c'est quand même extraordinaire. Ouais. Il n'y a pas que des femmes. Welcome. Yes. Et donc voilà, donc ça c'est bon, c'est chouette quoi. C'est super. Ouais, je suis vraiment contente d'avoir lancé ça et puis de voir comment ça va évoluer parce que justement les personnes qui s'inscrivent là maintenant dans ces débuts là, c'est aussi des gens qui vont m'aider à améliorer la formule, qui vont pouvoir me faire des retours, qui vont pouvoir me dire on voudrait plus de ci, moins de ça nous intéresse, voilà. Donc ça, je pense que c'est un rôle qui est intéressant aussi de pouvoir évaluer et puis de m'aider à améliorer la formule. Et puis j'ai été voir deux expos avant qu'elles se terminent. Donc je suis allée voir une artiste douarneniste qui s'appelle Alexandra Dupré, qui expose avec son mari dans une galerie qui tiennent tous les deux. Et c'était plus particulièrement ces toiles à elle qui m'intéressaient. Son mari est plus dans une approche géométrique qui, je dois dire, me touche moins. Ouais. Donc voilà, donc j'ai c'est la galerie qui est en face des Halles. Plein jour, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion de discuter avec elle un petit peu parce que justement on s'est croisés plusieurs fois à la plage le matin à 8h D'accord. à l'heure du bain. Et puis bon, l'expo se terminait fin août là, donc il était vraiment temps que j'aille voir ça. Et puis je suis allée à la galerie de photos aussi, la Chambre Claire. Il y avait une expo de photos en noir et blanc. Bernard, mince, je me rappelle plus du nom. Bernard, je sais plus. Bon bref, il est un photographe très connu. Ça c'est la cinquantaine, hein. C'est le Brain Fog, bien connu. En plus le nom, je me le suis dit avant d'arriver en me disant faut que tu te rappelles, mais bien sûr j'ai oublié. Et de belles photographies en noir et blanc, faites à l'argentique en fait, et très très intéressantes au niveau du jeu sur les valeurs justement, sur la lumière, sur l'obscurité, sur les valeurs, les contrastes. C'était vraiment une chouette expo. Donc voilà, ça m'a nourri aussi. Et puis bon, moi je continue toujours à explorer. Là, j'ai trouvé un thème qui m'intéresse pas mal. Donc je commence par écrire dessus tous les matins, tôt le matin. Wow. Donc je dois être en, je sais pas, une 30aine de pages manuscrites là pour le moment. Ah ouais. Ouais, et je suis en train de me demander si ça pourrait engendrer des créations au niveau plastique aussi en lien avec ça. D'accord. Donc pour le moment, voilà, je suis en phase de comment dire, je laisse sortir un peu toutes les idées qui me traversent et puis je suis en train de réfléchir pour voir si ça pourrait mêler les deux, ça pourrait être intéressant. Okay. Voilà, donc ce qui me ferait aller dans une direction différente de celle que j'avais prévue. Mais voilà, c'est une forme de travailler par thème comme ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et d'apporter des choses différentes, c'est-à-dire de l'écriture, de la photo, des créations variées, ça c'est aussi, de mélanger un peu tout ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, et c'est quoi ce thème C'est le thème de la maison. Ah, ok. Thème de la maison. Intéressant. Ouais, très 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 intéressant parce que quand tu commences à te pencher là-dessus, tu vois toutes les ramifications. Bien sûr. Parce que la maison, ça protège, mais la maison, ça peut enfermer. La maison, c'est la maison, mais c'est aussi l'environnement dans lequel elle est, c'est les personnes qui vivent dedans et les personnes qui ont vécu dedans avant. Enfin, tu vois, c'est vraiment très vaste. Et j'ai tout simplement commencé en faisant toute la liste des lieux où j'avais vécu, des maisons dans lesquelles j'avais vécu, en fait. Et j'ai commencé à réfléchir là-dessus et tous les matins, ça m'emmène sur quelque chose de différent. Donc je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais. C'est très bien, c'est très bien. Et toi? Non,
avant de parler de moi, je voulais juste revenir sur les âmes créatives. Ouais. Donc, les inscriptions sont ouvertes Oui, quand sont ouvertes jusqu'au 30 septembre, tout le mois de septembre. Et donc, il suffit d'aller sur mon site. Il suffit de cliquer les âmes créatives et il y a une page qui explique le concept et puis ce qu'on va y trouver et comment ça va se passer, sachant que c'est quand même quelque chose d'assez complet parce qu'il y a des cours, il y a des échanges à travers des réunions en direct, il y a des challenges qui sont proposés aussi créatifs et c'est en lien avec le groupe Facebook que j'avais déjà. Donc voilà, ça fait un peu une nébuleuse, il y a plein de choses. D'accord, donc une fois qu'on est inscrit, on y a accès. On a accès immédiatement aux cours que j'ai déjà fait. Et tous les mois, il y a un cours différent et une réunion en direct tous les mois aussi, qui pourra prendre la forme soit d'échanges, de questions-réponses, mais qui pourra prendre aussi la forme d'ateliers en direct, par exemple sur certains sujets, ça s'y prête bien, de faire un exercice ensemble, de faire une création ensemble, et pour en avoir déjà fait des ateliers en direct, je sais à quel point les personnes apprécient ça, ce moment de création ensemble en fait. C'est vraiment super sympa. Ouais. Et puis après, je prévois aussi, s'il y a des gens qui ont envie d'avoir des retours, plus particulièrement sur certaines de leurs œuvres, d'avoir un regard critique, mais dans le bon sens du terme, de pouvoir aussi faire des séances comme ça, où il y a 2-3 personnes qui vont dire moi j'aimerais bien avoir un retour sur cette toile, et du coup on pourrait passer la réunion à réfléchir ensemble sur les moyens de l'améliorer, ou si la personne est bloquée, comment en sortir. Voilà, et donc tout ça se passe sur la plateforme Podia sur laquelle j'héberge tout ça, donc qui permet à la fois d'accéder aux cours et d'accéder à un espace communauté où on peut échanger. Et en plus, il y a un groupe Facebook qui est là pour... Moi, je considère Facebook, c'est un peu comme la discussion au coin de la rue, quoi, tu vois, où voilà, c'est facile. Alors que sur la plateforme, ça va être des choses qui vont rester un peu plus longtemps, qui va être plus facile à retrouver. Facebook, ça défile et tu as du mal à retrouver. Et on n'est pas obligé d'être sur Facebook pour... Non, on n'est pas du tout obligé d'aller sur Facebook, et on peut s'abonner au mois, ou on peut s'abonner de manière annuelle. Donc, si on a envie de tester, il suffit de s'abonner pour un mois et puis de voir... si ça convient ou pas, voilà, tout simplement. Ok, je pense qu'on a tout dit maintenant. On a tout dit. Il suffit juste d'aller s'inscrire. Exactement. Voilà, moi, j'ai pas grand-chose à raconter. Mais est-ce que tu t'es enfermée dans ton atelier comme tu en avais l'intention ? Oui, je me suis enfermée dans l'atelier. Je continue à travailler sur des grands formats. Je découvre qu'en travaillant sur des grands formats, je pars dans une autre direction, je pars plus dans l'abstraction du coup, parce qu'on travaille différemment sur les grands formats, donc mon approche n'est pas la même, mais j'aime bien ce qui en ressort. Le résultat me fait sentir bien, j'ai l'impression de sortir quelque chose qui me représente vraiment. Donc ça c'est... Oui, c'est intéressant cette manière de... Quand on change d'échelle, ça, tu vois, ça change un peu de la manière de procéder en fin de compte. C'est comme moi, je m'étais dit, je vais partir dans cette direction-là, puis ce thème surgit et ça va peut-être m'amener vers autre chose. Voilà. Et c'est ça qui est passionnant aussi quand tu crées. Oui, injecter du changement, que ce soit à travers les outils, les supports ou les thèmes ou quoi que ce soit, ça va nous forcer à travailler un peu différemment, sortir un peu de la zone de confort. Et moi, je trouve ça intéressant. Et voilà, parce que je découvre quelque chose maintenant qui me plaît bien et je vais essayer de rester là-dedans pendant un moment. Développer, voir si j'arrive à y rester ou pas. Je vais voir. Oui, bien sûr. En fait, c'est un peu comme la marche, quoi. Tu es toujours dans une espèce d'équilibre-déséquilibre. Tu vois, tu fais un pas en avant, tu n'es plus dans l'équilibre, mais tu essayes tout le temps de... Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça t'oblige à te remettre en question régulièrement, à te poser des questions. Et je trouve ça très satisfaisant comme démarche de vie et comme démarche de création, quoi. C'est vraiment... Et puis donc je devais partir en vacances, mais ça s'est pas fait. Donc du coup je dois partir en Suisse en fin de semaine. Et donc quand cet épisode sortira, je serai presque sur la voie du retour. Mais voilà, je vais passer une semaine là-bas et je vais en profiter, peut-être si j'arrive à trouver le temps, d'aller voir... une exposition à l'Ermitage à Lausanne, c'est une galerie privée, mais qui est connue pour
pour des vraiment très très belles expositions. Le lieu est très beau, dans un parc. Enfin voilà, le lieu est magique et les expos sont toujours de très bonne qualité. Donc j'aurai peut-être quelque chose à raconter la prochaine fois. Et puis voilà, je vais en profiter pour voir les amis et me rebaigner un peu dans le monde dans lequel j'ai vécu pendant 20 ans. Donc ça fait toujours bizarre quand je retourne là-bas de revoir les lieux. Oui, c'est un sentiment... C'est assez étrange parce que c'est très familier et en même temps... T'as oublié un peu, c'est nouveau. Donc c'est agréable et en même temps, ça me met un peu mal à l'aise. Oui, donc, je comprends. Donc je pense que je serais contente de rentrer, mais là, j'essaye d'y aller avec une attitude positive et je me réjouis de toutes les personnes que je vais pouvoir voir. De retrouver ses amis et tout, c'est quand même... Parce que c'est pas à la porte à côté, tu peux pas y aller non plus tous les week-ends. Non, voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que... Et je vais ramener beaucoup de chocolat. Le prétexte. Et de la fondue. Bon j'espère pouvoir goûter un chocolat la prochaine fois. Voilà, écoute, merci Gwenaëlle. Merci Sabina pour cet épisode. Et puis merci à toutes les personnes qui nous écoutent, nous encouragent et laissent des petits commentaires sur YouTube ou ailleurs. N'hésitez pas sur Apple Podcast à laisser vos avis. Il y en a quelques-uns, mais on peut en avoir plus. Oui, ça fait toujours plaisir et puis ça nous fait remonter un peu dans Tout à fait. Dans les sondages. Donc voilà, on vous donne rendez-vous à la prochaine fois. On ne sait pas encore de quoi on parlera, mais on aura trouvé un sujet d'ici là. Mais on le fera avec intensité comme d'habitude. À bientôt. À bientôt. Au revoir.